Bonjour, alors j'ai le plaisir de recevoir Hervé Pillot donc, pour l'écriture de son livre et la présentation de son livre donc Agronumericus. Alors bonjour Hervé. Bonjour Thierry. Alors j'aimerais bien que tu te présentes un peu vis-à-vis des auditeurs pour dire qui tu es en tant qu'agriculteur. Alors je suis agriculteur en Vendée, en production laitière essentiellement, un petit peu de céréales mais essentiellement du lait, avec des vaches montbéliardes depuis bientôt 40 ans. Avant de m'occuper du numérique, j'ai écumé à peu près tous les concours de France avec mes vaches. Je l'ai fait avec passion, je fais tout avec passion de toute façon. J'ai beaucoup de responsabilités professionnelles depuis un bon moment également. Je suis actuellement vice-président de l'FDSEA, secrétaire général de la Chambre d'agriculture de mon département, vice-président du Conseil économique, social et environnemental de la région des Pays de la Loire et président du groupe Établière, qui est un groupe de formation agricole en Vendée. D'accord. Alors dans le livre, tu commences par dépeindre un peu voilà, l'ère numérique, si on voulait dire en anglicisme, le digital comme on dit parfois. Et j'ai une citation qui m'a marqué, c'est que depuis 2003, on génère en 2 jours autant de données que depuis, j'allais dire, depuis le début de l'existence jusqu'à cette date-là. Alors on appelle ça le big data, mais le big data, mais qu'est-ce que c'est exactement? Alors, effectivement, il y a deux choses. Il y a la loi de Moore qui multiplie tous les 2 ans le nombre de données. Donc, si on multiplie comme ça devient exponentiel. Et puis après, il y a effectivement tous les 2 jours actuellement, on génère autant de données qui sont générées entre le début de l'humanité et 2003. Ça veut dire que l'intelligence, on est en capacité de l'agréger comme jamais on était en capacité de le faire avant. La façon qu'on avait d'agréger de la connaissance avant, c'était l'écrit, un petit peu la vidéo, un petit peu ça, mais ça n'avait pas changé fondamentalement les choses par rapport à l'écrit. Le numérique les change de façon fondamentale. Et effectivement, l'ensemble de ces données, c'est le big data. Alors pour parler de big data, il faut un certain nombre de fondamentaux. Le premier, il faut un grand volume de données, évidemment. Il faut des données qui soient variées et il faut des données qui soient véloces, c'est-à-dire qui soient renouvelées en permanence. Une donnée, pour certaines choses qui a 15 jours, elle est beaucoup trop vieille, même quelquefois quelques heures. Et tout ça, avec de puissants algorithmes, ça peut nous révéler beaucoup de choses, de mettre en capacité de prédire, mais aussi de faire réagir des objets. C'est le monde de la robotique et c'est là les éléments essentiellement nouveaux. Mais une chose fondamentale, il faut que ces données-là soient en capacité de se lire les unes des autres. Ok. Alors après, dans le livre, donc, tu expliques les évolutions à venir, c'est-à-dire par exemple la transmission de données, le fait que le réseau, la couverture de réseau va être plus importante à l'avenir que ce qu'on a actuellement, la vitesse d'accès aux données, ça sera assez important, mais l'agriculteur dans tout ça, comment il va subir ça ou alors l'appréhender? Est-ce qu'il est connecté déjà actuellement? Alors connecté, il y a plusieurs choses. Je pense que dans son esprit, il est largement autant que d'autres catégories de la population. Et comme chez nous, la vie professionnelle et la vie privée ne sont pas toujours déliées, on y est souvent pour l'un et pour l'autre de façon associée. Après, où il y a un élément fondamental, tu l'as dit également, ça va être la capacité qu'on aura à déployer le numérique dans les campagnes. Et là, je pense qu'il y a toujours un vrai problème. Pour les distributeurs de réseau, c'est très facile de le faire en ville, c'est très rentable. Il y a une belle concentration de population et d'entreprises. C'est beaucoup moins rentable dans les campagnes. Et pourtant, si demain on veut une agriculture de connaissance, une agriculture dite plus propre, il faudra qu'on ait le numérique à disposition partout. Donc, c'est une mission de service public, y compris pour le monde urbain, de déployer le numérique dans les campagnes. Ça fait partie des enjeux, quoi. C'est un enjeu considérable. Alors moi j'ai bien apprécié, tu précises dans le livre l'importance de la communication de son métier, donc un peu ce que je fais aussi, et tu cites particulièrement Rémi Dumry, donc, qui est Twitter, enfin qui est sur Twitter. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Qu'est-ce que tu penses toi? Est-ce qu'il faut vraiment que les agriculteurs communiquent sur leur métier et comment éventuellement? Ah oui, mais c'est tout simple. Et puis là, il ne faut pas aller chercher des grandes stratégies, des trucs à mettre en place. Bon, bien sûr, il en faut un peu. Il faut inciter les gens à le faire. Et là, l'image, elle est relativement simple. Il y a 50 ans, j'ai 59 ans. Quand j'étais gamin, toutes les familles de citadins, ou à peu près, ou le plus grand nombre, avaient qui un cousin, un neveu, un grand-père qui était à la campagne. Il y avait une attache. Il n'y a plus cette attache pour la plupart des citadins. Donc il y a tout un fantasme qui s'est mis en place. Globalement, ils sont plutôt bienveillants vis-à-vis de l'agriculture, mais ils sont extrêmement méfiants. C'est pour ça qu'on nous parle aussi de circuit court. C'est parce qu'il y a une espèce d'inconnu qui s'est installé. Et là, notre rôle, c'est de faire connaître ça. Comme si on
recevait notre petit cousin de la ville, à qui on expliquait ce qu'est notre métier. C'est comme ça qu'il faut le concevoir, et conçu comme ça, on aura énormément de personnes bienveillantes. C'est pas parce qu'il y a quelques imbéciles qui passent leur temps à faire communication négative. Communiquer de façon négative, et puis surtout à faire entretenir les peurs, ces peurs-là, parce que ça leur rapporte, il faut le dire comme ça leur rapporte d'entretenir les peurs, c'est aussi un business pour eux. Nous, non, à la limite, il faut les ignorer, il ne faut même pas les contrer, il faut qu'on communique comme si on donnait ce qu'on fait à notre petit cousin qui est à la ville. On ne va pas s'amuser à faire une réponse aux attaques, mais créer son propre réseau, créer sa propre... Totalement. Voilà. Ok. Les gens ont des questions qui sont légitimes, mais il faut y répondre. Oui, répondre simplement et impeccable. Deuxième partie, information technologie. Donc, il y a la présentation de l'intérêt de l'agriculteur, l'intérêt pour l'agriculteur de tout ça. Des enjeux essentiels aussi, la gestion des risques par les données essentiellement aussi. Le financement qui sera peut-être plus participatif. La recherche aussi qui sera peut-être sûrement plus collaborative ou qui devrait l'être. La smart agriculture, les objets connectés, le conseil en formation. Moi j'ai retenu 2 points essentiels là-dedans que je voudrais bien que tu développes. C'est la disruption par exemple de nos habitudes de travail. J'ai noté quand même que tu expliquais qu'un jour on ne sera peut-être plus processeur de notre propre tracteur et qu'on aura d'autres moyens d'utiliser ce genre d'outils. Alors, j'ai effectivement dans la deuxième partie du livre développé 6 points, tu viens de les énumérer, et il y a effectivement ce point-là. Je pense que l'ère moderne qui finit, parce qu'on passe à une ère post-moderne, a été celui de la propriété individuelle. On est considéré parce qu'on a sa bagnole, parce qu'on a son tracteur, parce qu'on a plein de choses qu'on possède. Je pense que demain, on passera d'une politique de la propriété à une politique de l'usage. On le voit déjà un petit peu, et c'est tout le monde de la plateforme. Actuellement, qu'est-ce qui génère le plus de profit? C'est de posséder une plateforme, et c'est là que se font les bénéfices. C'est le cas d'Airbnb, c'est le cas d'Uber, c'est le cas d'un certain nombre de ces outils-là. Et là, effectivement, on rémunère un usage, on ne rémunère plus un outil qu'on achète, qu'on a à disposition. Et c'est même pas par souci d'économie, c'est un changement comportemental qui va se faire tout seul. Combien de temps il demandera pour venir dans nos métiers? J'en sais rien. Je pense que ça, actuellement, on vit quand même une crise dans le nombre de productions. C'est jamais quand on est dans les zones de confort qu'on évolue. C'est toujours dans ces périodes-là où on a besoin d'évoluer au gré d'une crise un peu plus forte que les autres. C'est peut-être celle-là finalement. On va faire évoluer un certain nombre de points comme ça, puis tout d'un coup, 2 ans, 3 ans après, on se rend compte, tiens, ça y est, c'est rentré dans les mœurs. D'accord, donc des changements d'habitude qui sont à venir. Mais là-dessus, je pense que pour ce qui est du matériel agricole, les constructeurs ont déjà commencé à anticiper ce genre de choses. Location par exemple. Location, oui. Et on va passer dans des systèmes beaucoup plus agiles, beaucoup plus rentables. Le leasing actuellement n'est pas forcément toujours rentable. Je pense que demain, avec l'évolution de la fintech, donc du numérique, des technologies au profit de la finance, on va évoluer vers ces choses-là. D'accord. J'ai noté une deuxième chose, l'évolution dans la formation et le conseil. Alors avant, on avait les études de base, l'enseignement, j'allais dire classique. On avait les livres, les revues, éventuellement des accès à des formations. Alors, il y aura aussi un rôle du numérique là-dedans. Alors, quelle évolution ça peut être? Alors, actuellement, ça fait bondir certains profs, mais les 2 meilleurs formateurs du monde, c'est la Khan Academy et c'est Wikipédia. Et le meilleur conseiller du monde où on trouve le plus de choses, c'est Google. Alors, on pourrait dire qu'on n'a plus besoin de professeurs ou de conseillers. On en a besoin plus que jamais. Pourquoi? Ce qu'on trouve là-dessus, ce n'est pas forcément la vérité. Et souvent, on ne lit pas forcément ce qu'on voit, on lit, on retient ce qu'on veut bien entendre. Donc après, il y a tout un travail à faire pour faire émerger la vérité, ou par du coaching individuel, ou plus fort encore, par du travail en groupe. Si on va tous les deux rechercher la même chose pour la même question par rapport à une parcelle sur Google, même si on regarde le même article, on ne va pas lire la même chose. Donc du travail en commun après, du travail de groupe, va nous permettre d'évoluer, de faire émerger une vérité. Nos conseillers jusqu'ici étaient des apporteurs de connaissances. Maintenant, ça sera des animateurs pour permettre de ressortir la bonne connaissance. Dans le livre, il est expliqué aussi l'AEI, l'agriculture écologiquement intensive. Est-ce que tu peux développer un peu ce sujet? Alors, ça, c'est un vrai enjeu. Le numérique, pour moi, n'est pas un enjeu. Le numérique, c'est un moyen.
Par contre, là, je pense qu'il y a un enjeu, ou tout au moins il y en a derrière. L'enjeu, il est où? C'est demain devoir produire plus, beaucoup plus, parce qu'il y aura plus de bouches à nourrir, mais il y aura aussi plein d'autres finalités. On dit à juste titre qu'on rentre dans l'ère du renouvelable. Si on rentre dans l'ère du renouvelable, il va bien falloir produire ces éléments renouvelables, que ce soit en énergie, que ce soit en biomatériaux, que ce soit en biochimie, et énormément d'éléments comme ça. Donc on va nous demander de produire tout ça à l'agriculture. Mais il va falloir le faire avec moins d'intrants. Non pas pour les règlements, même s'ils sont, ils sont importants, parce que c'est la vie de la cité qui les génère, mais surtout parce qu'il n'y aura plus les intrants. Donc, il va falloir commencer à les économiser pour en avoir suffisamment longtemps pour faire cette transition qui sera quand même très longue. Par contre, on est loin d'avoir utilisé toute la connaissance que peut nous offrir la nature. Le livre « La nature est la plus grande bibliothèque du monde », on a parlé tout à l'heure des données. Même si on prend toutes les données qu'on a maintenant numérisées, on est encore très loin de ce que la nature possède de connaissances. Et là, le véritable enjeu, c'est de se servir du numérique pour pouvoir acquérir toute cette connaissance et la mettre en œuvre. C'est toute la problématique du biodesign, du biomimétisme, qui nous permettra de reproduire des choses faites naturellement. Alors ça demande beaucoup d'humilité, beaucoup de temps, beaucoup de tests à faire pour y arriver. Ça ne sera pas le grand soir, on n'y arrivera pas du jour au lendemain, mais au fil du temps, là aussi, on va y arriver. Donc on va passer de l'un à l'autre avec le temps. Et le but de l'AUI, il est là, et le numérique est l'outil indispensable pour ça, parce que c'est l'agrégateur de connaissances qu'on n'avait pas jusqu'ici, c'était le chat dans mon camp. D'accord. Alors il expliquait dans le livre que l'agriculteur va devoir nourrir les hommes, on arrive à une population de 9 milliards d'habitants si je ne me trompe pas, et devoir aussi créer des énergies, éventuellement on a le photovoltaïque, mais quelle énergie nouvelle on va devoir produire éventuellement pour pouvoir fournir, j'allais dire, l'humanité? Alors le domaine de l'énergie, c'est un des éléments de ce que je viens d'évoquer. Il y a une énergie, ou alors quand on parle de plusieurs énergies, il y a une énergie motrice, une énergie électrique, etc. Par contre, il y a plusieurs sources d'énergie. Et les énergies renouvelables, par définition, sont aléatoires. Du vent, il n'y en a pas tout le temps. Du soleil, il n'y en a pas tout le temps. Du méthane, on va en produire, mais la production ne sera pas forcément régulière non plus. Et toutes ces énergies-là, on va devoir les mettre en réseau. C'est tout l'enjeu des smart grids, de la mise en réseau des énergies renouvelables. Là, le numérique va intervenir de façon considérable. L'agriculture, les agriculteurs vont jouer un rôle. Pourquoi? Parce que toutes ces énergies, on va les chercher dans la nature. On est au cœur de la vie de la nature. Donc, on sera probablement là aussi les mieux placés pour pouvoir générer une partie de cette énergie. On a notre rôle à y jouer, mais dans un ensemble qui sera articulé par un smart grid. D'accord. J'aurais une question. Quelle va être, d'après toi, l'évolution proche qui va le plus bouleverser l'agriculture et auquel on ne s'attend peut-être pas? Alors, c'est l'objet de mon deuxième livre qui sortira dans quelques mois. Il y en a deux. C'est la plateformisation de l'économie qui va envers l'agriculteur comme le reste. On entend parler du beurre, on entend parler d'ubérisation. Je pense que ça, c'est quelque chose qui nous touchera, mais surtout, c'est l'arrivée de la blockchain. Le mot ne dit pas grand-chose à grand monde pour le moment, mais c'est, je pense, la révolution ultime, bien plus importante qu'Internet. Internet a dématérialisé la transparence, la blockchain va dématérialiser la confiance. On n'aura plus besoin de tiers de confiance pour faire des transactions. Elles se feront automatiquement par les machines. Ça peut affoler. Je pense qu'il va falloir aussi le domestiquer. Il faudra un peu de temps. On est au tout début de ça. On est à peu près dans l'univers de la blockchain. Ce qu'on était à Internet en 1990. Internet est monté en puissance pour arriver à une bulle et pour après dégringoler et repartir. C'est ce qu'on appelle la hype, la courbe de hype. Là, la blockchain est en train d'arriver en haut de la première courbe de hype. Quand elle va être connue, ça va être par de la critique en descendant, elle reconstruira. Mais par contre, c'est maintenant qu'il faut s'en emparer. Un des enjeux considérables où ça va changer les choses, c'est par exemple la traçabilité de nos produits, qu'on va pouvoir automatiser, qu'on va pouvoir aller chercher à travers ça. C'est difficile à développer comme ça parce que je pense qu'on y passerait des heures et des heures.
Ça nous On fera verra peut-être- dans le livre. On verra dans le prochain livre. D'accord. Alors moi, ce que j'ai apprécié beaucoup dans le livre, voilà, c'est qu'il y a des propositions aussi à la fin de solutions pour avancer. Ça, je vous laisse éventuellement les lire pour les comprendre. C'est aussi un livre interactif où on peut retrouver des petits codes barres, enfin des plus QR codes pour aller voir quelques vidéos pour expliquer, approfondir un peu les choses. Donc c'est vrai que cette partie interactive est intéressante. Ensuite, le livre est accessible et clair. Même si là on a parlé de pas mal de termes techniques, en le développant, on les comprend bien dans le livre, et même si on n'est pas forcément hyper techno, ça me paraît intéressant. Donc c'est vrai que pour ça, c'est vraiment sympathique. Ça permet voilà, de mieux comprendre le numérique et puis d'avoir un avis. Et je voudrais savoir un peu aussi les autres enjeux d'avenir. Alors pour l'agriculture, on l'a vu un petit peu, mais voilà 2-3 enjeux principaux. Pour entrer un peu en... Alors, tout d'abord, merci pour la critique que tu fais du livre, c'est très gentil. Alors, on a mis effectivement des QR codes pour, oui, pour agrémenter par des vidéos, parce que quelquefois, c'est plus facile à visualiser les choses. Je pense notamment à une sur le Big Data. C'est vrai que quand on voit la vidéo, on comprend, c'est plus compréhensible. Après, effectivement, il y a des termes à la fois techniques, des anglicismes beaucoup. Je les garde volontairement. Pourquoi? Parce qu'il va falloir s'y faire à ce langage. Le numérique, comme toute chose, a son langage. On a notre propre jargon, nous, agricoles. Là, il va falloir cumuler les deux. Et puis dans le livre, effectivement, à la fin, il y a un lexique qui explique tout ça. J'essaye de donner des explications un peu partout dans le livre pour ça. Qu'est-ce qui va évoluer dans l'agriculture au-delà de la blockchain et puis des plateformes? Il y a tout le monde de IoT, des objets connectés qui va arriver, des puces RFID qui vont être un peu partout, des sondes capacitives dans les champs jusqu'aux puces RFID sur le produit au magasin, où on pourra retrouver toute la traçabilité jusqu'au début. Certains vont dire oui, c'est Big Brother. Non. Non, non, je pense pas. C'est simplement la transparence de savoir ce qu'on mange. On ne peut pas reprocher aux gens de vouloir être assurés sur ce qu'ils ont dans leur assiette et qui leur permet de vivre. C'est le premier élément fondamental de la vie, la nourriture. Donc ça, c'est quelque chose qui va changer beaucoup de choses. L'autre élément, il va impacter l'agriculture, c'est les supercalculateurs. Justement à partir de ces objets connectés qui permettront de développer des algorithmes à une vitesse qu'on n'imagine même pas, Et ça va nous faire évoluer de façon très pratique pour l'agriculture, de pouvoir travailler avec plus de précision, de façon plus rentable. On pourrait dire là aussi c'est un effort supplémentaire, je pense même pas. C'est pouvoir peut-être dépenser moins d'intrants, les utiliser mieux, plus de facilité pour l'éleveur. On parle du bien-être animal, mais il faut quand même que des éleveurs, je pourrais dire agriculteurs, mais c'est mon côté éleveur qui ressort. Et pour le bien-être du producteur. Donc tout ça sont des éléments qui vont se compléter. Globalement, on passe d'un monde qui était très vertical, où il y avait des silos de production de telle et telle chose, vers un monde beaucoup plus horizontal, beaucoup plus plat, où les choses sont interconnectées. Ok, merci pour cette conclusion. Et moi, je voudrais finir en disant que ce que j'ai apprécié aussi dans le livre, c'est l'optimisme. Il y a une phrase de fin qui dit, voilà, une évolution est à faire, mais elle est possible, quoi. Donc la confiance en l'agriculture, je pense qu'on peut avoir confiance en l'agriculture, même dans des moments de crise comme maintenant. Alors merci Hervé pour cette explication, et puis sûrement à bientôt pour le prochain livre alors. Merci Thierry. Merci.